Salut. Et bonjour. Et bonjour. Je me retrouve aujourd'hui avec Émilie et Clément du Point Clé et qui vont nous parler de leur lieu et de tout un tas de choses. Allez, c'est parti. Bah, on va à la pépinière. Alors, tu dis qu'il y a plein de porte-greffes dans tous les sens ici. Voilà, et c'est ça toi nous- la spécialiste des pépinières Du apparemment. coup, ça nous permet de... Allez. On m'équipe. Et ben, ça nous permet de faire nous-mêmes nos propres porte-greffes. Parce que voilà, je récupère les graines des poiriers sauvages, poiriers communs, poiriers à feuilles d'amandier. Donc on trouve vraiment les deux dans les coins. Des pommiers qu'on poussait aussi spontanément dans les forêts aux alentours. Et puis des cerisiers Sainte-Lucie notamment. Et voilà, donc toute une partie dont je récupère les pépins ou les noyaux que je sème et que je greffe un an après. Okay. Voilà, dans l'espoir de les adapter déjà localement et en se disant aussi que c'est une génétique qui va pouvoir avoir plus de résilience par rapport au changement climatique. Et oui, oui, génétique unique. Voilà, génétique, parsemée, donc du coup, super. Génétique diversifiée, donc après on sélectionne les plus beaux plants et puis aussi le fait d'avoir une grosse diversité génétique, ça permet de se dire par rapport aux aléas à venir, ça fait plus de résilience. Tous ne tiendront pas, mais on a espoir que qu'il y en ait davantage qui tiennent par rapport à des porte-greffes de pépinière classiques, où là, génétiquement, ils sont semblables, voire même c'est identique puisque ça va être des boutures. Voilà. Voilà, bienvenue dans ma pépinière. Donc là on fait pousser nos petits arbres, donc soit issus de semis comme j'expliquais tout à l'heure, soit greffés sur des porte-greffes achetés. Je fais les deux. On y greffe plein de variétés, donc des variétés notamment des variétés locales qu'on a retrouvées chez les papis-mamies du coin, enfin voilà, sur le territoire, dont on ne sait pas forcément le nom de la variété, parfois même non, elles n'ont pas de nom. Donc on leur a donné des noms de lieux, des noms de personnes. Ouais. Voilà, c'est des variétés qu'on sait évidemment bonnes et aussi résistantes. On les choisit aussi comme ça. Plus des variétés classiques que les gens recherchent et dont on connaît un peu plus, qu'on sait un peu mieux décrire. Voilà, donc en fait notre projet de départ c'était surtout, en fait quand on a commencé à être sur le terrain il y a 8 ans, c'était surtout pour voilà, expérimenter et puis se nourrir. Et donc quand on a voulu développer l'activité de pépinière, qui nous a plu en fait dès qu'on a commencé, l'idée c'était de produire nos arbres, mais aussi d'avoir des espaces qui allaient être irrigués, qui ne soient pas irrigués que pour nos arbres, mais aussi pour à manger qu'on fait pour nous. Donc voilà, tu vois là j'ai fait un rang de fraises au pied des pommiers. Et puis on y fait pousser voilà, des oignons, des patates et toutes nos cultures potagères pour nous, quoi. Donc ça permet d'avoir des planches de culture qui sont irriguées pour plusieurs raisons. Eh ben oui. Voilà. Pour gazer de l'eau, déjà. C'est ça. C'était un peu rare dans le... Et que ça fasse pousser et les arbres et à manger pour nous. Super. Voilà. Et vous êtes maintenant en autonomie? Oui, on n'achète pas de fruits ni de légumes. Ah. Mais ni d'œufs, ni de poulet. Vous avez gagné alors? Voilà, ouais. On a gagné en autonomie. Donc vous faites des greffes, là vous avez fini les greffes. On a fini les greffes. Voilà. C'est pas forcément ce qu'on voulait montrer. Non, non. C'est ce qu'on voit. Mais... Oh, regardez. Oh, ils ont loupé. À côté, elles sont bonnes. Mais il faut absolument montrer aussi les échecs parce que c'est un peu comme en scientifique, enfin la science. L'effet tiroir. Voilà. C'est parce que la science marche en publiant et quand un résultat qui est négatif, les journaux veulent pas te publier, ça les intéresse pas, quoi. Donc voilà, tu publies pas et même pour ta notoriété, c'est pas tout le temps intéressant de montrer des trucs qui n'ont pas marché. Et donc voilà, effectivement, toi tu fais ta biblio, tu dis bon, est-ce que ça a déjà été fait? Et c'est assez rare de trouver les résultats négatifs. Ok. Donc moi qui n'ai pas de notoriété, je pourrais les publier, ouais, on s'en fout. Envoyez-moi vos résultats négatifs à l'oursbleuproduction.com. Tiens, on va montrer nos semis de porte-greffes. Allez. Tu peux faire un zoom. Ah bon, donc tu vois, tout ça c'est des petits bébés arbres. Et je laisse mon poireau porte-graines. Donc voilà, ça c'est les bébés qui poussent et qui vont donner. Donc c'est le bordel. On mélange un peu tout, mais c'est ça qui nous plaît.
C'est notre marque de fabrique. Et oui, c'est les anarchistes, bien sûr. Ils sont magnifiques. Voilà. Des petits pommiers là. Hein. Là, des petits abricotiers, là. Abricotiers, autant pour moi. Ouais, Petits abricotiers alors du coup, c'est petits abricotiers. Je les reconnais au premier peu- coup d'œil. bien sûr. Tu vois, les petits pommiers sont là-haut. Ah, vous avez de la chance d'avoir des amandiers ici quand même. Ouais, C'est ouais. super porte-greffe. Ouais, ouais. Franchement, il est très peu utilisé en pépinière classique. Et... Et vachement adapté à ici, en fait, sur le territoire. Et Roletais. Après, c'est les abricots qui sont intéressants en semis parce que tu as de fortes chances d'avoir des très bons abricots. Donc là, tu maintiens pas forcément la même variété que celle que tu as semée, mais tu vas avoir des bons abricots. Ouais. Voilà. Donc parfois, je vends aussi les abricots comme ça de semis en Parfait. Hein. disant abricots surprise. Allez, Voilà. j'aime bien les abricots surprises. Vous avez des poulets, paraît-il? Non, 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 fake news. Et ça, fake news ou pas? Fake news. Bon, c'est vrai, tu nous as eu. T'as vu, il y a aussi. Regarde, il y a la brebis là qui découvre les poules, mais qui redécouvre les poules. Et Du qui- coup, t'as déplacé ce magnifique poulailler caravane Ouais, avec le tracteur Ferrari. en Ferrari. Putain, ça c'est pas des poules de luxe. Je sais pas ce que c'est. Et l'avantage du poulailler, tu vois, c'est qu'il est grillagé dans le fond. Donc Oui. les fientes tombent par terre. Donc il n'y a quasiment pas de temps de nettoyage à faire dessus, quoi. On déplace juste la caravane et Ça Et c'est bon. Du coup, le terrain juste là. voilà. Et on s'arrange pour mettre la caravane toujours à côté d'un arbre fruitier ou un truc comme ça et ça fait un bon résultat. Là, je sais pas si tu peux aller filmer là-bas. Oui, bien sûr. Je sais pas si tu le verras en vidéo, mais là on voit que l'herbe elle est vachement vert, beaucoup plus foncée, beaucoup plus dense. On va faire ça, regardez. Ah, là, on voit qu'elle est haute. Et là, on voit pas d'herbe haute. Voilà. Et c'est tu vois là la caravane elle devait être là il y a 6 mois ou 1 an, je sais pas. Parce qu'il y a ce pommier qui est juste derrière. Ok. Et on voit que ça fait un gros coup de fouet, ça fertilise et du coup Très le bel engrais. pommier j'espère en profitera quoi. Ah, on entend la mare à côté avec une magnifique grenouille. Ouais, je trouve que là c'est un bon résumé de notre ferme, tu vois, on a les poules, les brebis qu'on déplace, avec des arbres fruitiers qui ont été greffés, voire plantés, on fait surtout de la greffe sur sauvage, et en même temps une petite gestion de l'eau avec les mares derrière, l'eau qui est récoltée pour être répartie et infiltrée sur le terrain. Oui, parce qu'avant vous aviez des tonnes à eau, c'est ça, hein, et vous irriguiez un peu à droite à gauche comme ça. Alors au tout début on avait des tonnes à eau, on récupérait une petite source en gravitaire, on avait 1 mètre cube d'eau par jour en été, ce qui est sympa pour l'autonomie, mais maintenant qu'on est en production c'est pas assez. Donc on a toujours l'ancien système qui fonctionne, mais voilà, et après par-dessus on a rajouté un système Il est en un peu plan plus... B quoi. Il est en plan B, ouais. Et après on a un système avec forage, cuve en hauteur, gravitaire, etc. Et après c'est la gestion passive de l'eau sur le terrain. Tu vois, les mares, les swales, ce genre de choses qui sont là juste pour récolter de l'eau de pluie, l'eau de ruissellement, parce que chez nous il pleut, normalement il pleut bien, mais en 3 jours. journée. Ouais, en 3 jours. Ouais, mon record je crois que c'est 400 mm en 2 ou 3 heures. Ah ouais. Donc ça va vite quoi. Et Hier j'étais au Salagou quand Ouais. ils l'ont creusé. ouais, il s'est Les rempli. ingénieurs ils avaient dit oh, en 2-3 ans ça va se remplir. Il y a eu un orage après. Et... En un orage, ils avaient rempli la moitié. Ouais. Donc ils ont dit ah peut-être que les ingénieurs du coin. C'est ça. Et du coup, quand tu as l'eau qui passe sur le terrain, déjà elle se barre avec ta matière organique. Donc tu vois, faire des petits travaux, un petit coup de mini-pelle une fois dans la vie de ta ferme, ça fait que tu vas récolter la flotte et cette matière organique et tu vas la laisser sur place, quoi. Tu vas infiltrer et notre idée c'est que voilà, on pompe dans la nappe, mais aussi on la recharge, quoi. Et j'ai calculé le volume que notre ferme elle fait 3,6 hectares. Et j'avais calculé, je crois que c'était de l'ordre de 36 000 mètres cubes qu'on a sous notre ferme. Stocké dans la roche et on va en pomper 1000 par an, quoi. Donc le bilan, j'espère que je recharge plus que ce que je ne fore. Toi t'es content d'aller à la mare. C'est parti, montre-moi, elle est où? On en a une ici.
Ah, une petite rainette méridionale. Ah, elles sont pas farouches, hein, celle-là, si elle veut faire sa star, pas une file. Et tu vois, c'est de ça dont je parlais là. Tu vois, là, tu as un petit swale. Ok. Et là, on le voit, il fonctionne encore parce qu'il y a encore du ruissellement lié aux dernières pluies. Et en plus, je balance le trop-plein de la source dedans, donc voilà. Et tu vois, derrière, il y a le chemin de la pépinière. Donc le chemin qu'on utilise en tracteur ou voilà. Et le chemin est ce qu'on appelle en keyline, c'est-à-dire qu'il a une légère pente. Et quand le chemin est rempli d'eau, il va se déborder et il va remplir ce swale. Et ce swale va remplir cette mare. Ok. Et ainsi de suite, quoi. Donc on a une gestion des ruissellements pensée pour voilà, répartir au maximum l'eau sur tout le paysage et pour l'infiltrer. Elle a combien de temps cette mare? Parce que du coup, Je dirais 4 ou 5 ans. ok. 4 ou 5 ans, voilà. Et il y a eu juste l'année dernière qui était tellement sec, on n'a pas rechargé l'eau, où on avait ça de flotte dedans, même en hiver. Ok. Voilà. Mais sinon, normalement, elle se recharge chaque année, elle re-remplit. Elle a tendance à se vider en été, ce qui n'est pas du tout grave pour la biodiversité, parce que la biodiversité méditerranéenne a appris à faire leur cycle de reproduction au printemps tant qu'il y a de l'eau. Voilà. Si tu veux voir celle du haut, Allez. en plus d'en haut, on a une belle vue du paysage. Donc une deuxième mare qui doit faire dans les... Combien de mètres cubes celle-là? Pouf, je sais pas. En tout cas, elle est profonde. Ok. Là, on aurait pas pied, dans l'autre, on a pied, tu vois. Et bon, après, elle est pas super hermétique, elle s'arrête à peu près à ce niveau, mais sinon, elle se remplit quasiment jusqu'en haut. Et ouais, c'est des tranches de 20 ou 30 mètres cubes, donc je sais pas, je dirais je sais pas, 200 mètres cubes à vue de nez. Ah ouais. Mais voilà, mais dans tous les cas, cette eau, on l'utilise pas en fait pour irriguer, quoi. Elle est vraiment là juste pour la biodiversité, pour garder de l'humidité dans le paysage. Notre idée, c'est vraiment reculer sécheresse, quoi. Et des fois, on a C'est des... vrai qu'ici c'est pas mal au niveau. Ça va vite, ça va vite. Tu vois, on peut avoir un dernier gros orage en juin, genre 60 mm en un jour, quoi. Ouais. Et après, le lendemain, tout est sec, quoi. Il fait 35-40 degrés et tout est sec. Et nous, tu vois, quand on capte ces derniers millimètres, on recharge le sol, on le laisse durer et on espère avoir retardé la sécheresse localement. Allez, de 15 jours, un mois, on est content, quoi. Parce que là du coup on est en effet sur un climat méditerranéen. Ouais. Mais à la croisée Ouais, du Larzac et c'est ça. je sais plus d'où. Voilà, et du Tarn bientôt. Hein. Et ouais, de l'autre côté c'est encore sec aussi, hein, mais là on a une biodiversité, une mixité de... Ouais. C'est l'atout de notre paysage. Donc là, tu vois, il y a un volcan. Ça, c'est pour le côté sol. Il faut imaginer, c'était une plage il y a je sais pas combien de millions d'années. Ok. On dirait pas, hein. Donc on a une épaisseur de grès, donc c'est du sable aggloméré qui a fait un caillou. L'avantage de ce caillou, c'est que du grès, c'est qu'il se gorge en eau, donc on peut forer et avoir de l'eau dedans. Donc on a une nappe à 400 mètres d'altitude, ce qui est assez intéressant. Incroyable. Et on a deux volcans, on voit pas le deuxième, mais là il y en a un et qui a percé, donc on a une influence basaltique. Tu vois, quand on est proche des volcans, on a de la terre un peu noire, riche, qui est intéressant parce que le grès donne pas une terre qui est super belle. Et voilà, donc ça c'est le paysage. Et après on a une altitude, donc il y a trop d'arbres, donc on voit pas la mer. Mais on pourrait voir la mer tout au loin. On voit la butte de Sète, on voit tout ça. Ah ouais. Et donc il faut imaginer, c'est de la mer au Larzac. Ben, il y a un moment où on commence à avoir ce qu'on appelle des contreforts de Larzac, les premières petites montagnes. Et voilà, donc on est sur les premières petites montagnes qui regardent la mer, mais adossées au Larzac. Et donc comme j'aime bien dire ici, c'est que on est le nord de l'Europe commence juste là, en termes de botanique. C'est-à-dire que le climat à partir du Larzac, ben, c'est le climat qu'on va retrouver partout en Europe en fait. Botaniquement parlant, l'état climatique, c'est la forêt de hêtres. Et voilà, quoi. Donc là, on est vraiment à la croisée du climat méditerranéen et climat continental. Ce qui est un gros avantage aussi pour les arbres fruitiers, parce qu'on a en sauvage, on a les arbres fruitiers méditerranéens.
On a l'olivier qui va encore pousser spontanément, on a les amandiers, etc. Les pistachiers aussi. Ouais, on a les pistachiers. Ouais, il y a un paquet de Pas pistachiers. loin, Ouais. Lunas, là, naturel, sauvage. Incroyable, mais. Tu valorises mal tes pistachiers si tu ne sais pas les greffer. Et nous, pour l'instant, nous, on ne sait pas encore les greffer. Mais voilà. Et voilà. Et du coup, on a, tu vois, versant nord, on a les merisiers, quoi. Qui sont pas vraiment des vrais merisiers, c'est des cerisiers sauvages, mais qu'on appelle merise ici. Mais c'est pas le vrai merisier. Donc, on a un peu tout le monde. Ça va mes filles? Ouais. Voilà, donc ça c'est nos 2 brebis. C'est des brebis corses croisées avec des manèches, des brebis basques. Voilà. Qui sont pleines, qui vont accoucher d'ici une petite semaine. Qui ont peur de Patoun. Oula. Voilà, donc elle, c'est pour entretenir la freinée, pour éviter que les frênes repoussent trop vite. Vu qu'avant on avait des frênes partout, quand tu coupes un frêne, tu regardes, ça repousse de plus belle. Ok. Et en fait c'est leur aliment favori. Donc ça nous aide à entretenir la friche. Voilà. Et le troupeau va bientôt s'agrandir. Ça c'est cool ça. Et donc ça c'est 2 brebis? Ouais, 2 brebis. Et il y en a une qui a des cornes, pas l'autre? C'est ça. Ok. Mais c'est deux corses croisées manèches. Ça fait des mélanges pas pareils à chaque fois. Et elles sont chouettes. Ah, elles se grattent là. Faut que je les tourne. Eh oui. Parce que là, il y a de la laine. Hein. J'ai vu un site où tu envoies ta laine de chien. Ils t'en font une pelote. Et après, tu peux faire ton pull en poil de chien. Donc peut-être que tu peux aussi envoyer des poils de brebis. C'est plus logique. Ou Patoun, on va essayer de la tondre. C'est devenu un Regarde les froufrous là derrière. Ça ferait un superbe t-shirt. Du coup, elles enrichissent aussi le sol avec leur déjection. Voilà, exactement. Elles sont vraiment complémentaires. Exactement, voilà. C'est pareil, on les fait tourner toutes les semaines. Je les change d'enclos. Elles ont toujours de l'herbe verte, de quoi manger. Voilà. Et là, plus de brebis, peut-être le niveau maximal de... Normalement, on dit 1 brebis par hectare dans le sud. Ok. Si tu veux qu'elle soit autonome en alimentation à l'année, sur ce qu'il y a sur le terrain. Donc là, c'est vrai que là, elles ont énormément à manger, mais en été, il leur reste plus que du frêne, quoi. Et encore, qui commence à sécher. Donc c'est pour ça qu'il faut 1 hectare ici. Et hop, on passe à la pépinière number 2. Non, c'est pas pépinière, alors verger. Allez, verger number 2. On va te présenter des différentes stratégies pour implanter des arbres en conditions méditerranéennes, parce que le classique c'est tu vas à la pépinière, tu files 20 balles et tu as un arbre quoi. Mais souvent ça finit en arbre mort ici, parce que... Histoire de nous faire la pub pour notre pépinière. Allez, aidez-les parce que tous ces arbres meurent. Achetez-les morts. Non, mais c'est qu'un arbre de pépinière demande quand même pas mal de soins, tu peux pas l'implanter et ne pas l'arroser, etc. Chez nous en climat méditerranéen. Et du coup, en arrivant sur le terrain, nous on a testé plein de différentes stratégies et on a mis des arbres de pépinière. Ils ne sont pas tous morts, j'exagère. Et au final, ceux qui nous ont donné les résultats les plus probants, ça a été de greffer en sauvage en fait. C'est greffer les fruitiers qui avaient déjà poussé, quoi. Et là, si tu veux voir une petite greffe, ça a été fait cette année. Donc tu vois, c'est un petit prunier là qui a poussé naturellement et on lui a mis un petit greffon. Tu te rappelles la variété ou pas? C'est Excalibur celui-là, non? Incroyable. Voilà. Et donc tu vois, on fait ce petit geste là, ça nous prend 2-3 minutes à faire une greffe et il n'y aura quasiment rien d'autre à faire. On protège pour pas que les moutons ou les chevreuils viennent les manger et il n'y aura pas d'arrosage, juste on le forme et on est bon là. Et tu vois là, il y en a un autre qui a quelques années et on voit les petits fruits. Celle-là c'est une petite mirabelle qui a été ramenée de Nancy par un... Variété ancienne, Mirabelle de l'époque, que j'ai récupérée chez un petit papy en Lorraine.
Et là, on voit cette magnifique greffe. Ouais, ça c'est la cicatrice de la greffe. Je sais pas si on la voit bien. Ah, c'est dommage. Ah, le soleil focus, qui le- est- et le focus veut pas se faire au bon endroit. T'en fais pas des greffes, tu risques d'en voir un bon paquet. Eh oui. Ici, tiens, regarde si tu veux une autre greffe. Et Wesh. la petite particularité de la greffe en sauvage par rapport à la greffe de pépinière, c'est que t'es pas limité dans le nombre de bourgeons que tu peux mettre. En pépinière, en fait, tu économises tes rameaux, tu économises tes bourgeons et donc tu mets très peu de bourgeons. Et en fait, là, on avait déjà un porte-greffe qui était là, qui avait ses charpentières déjà bien placées. Donc nous, si on met nos greffons sur les charpentières, ben, on a déjà notre arbre formé. On gagne une année, en fait, on gagne l'étape de formation de l'arbre, quoi. Et voilà. Et là, si tu regarderas, c'est un petit truc particulier, c'est rare. Mais les bourgeons axillaires, en gros les bourgeons sur les rameaux de l'année, sont partis en fleurs. Mais étaient des bourgeons à fleurs. C'est pas... C'est indépendant de notre bonne volonté. Ok. Voilà, on voulait pas greffer les fleurs, mais des fois ça fonctionne, quoi. C'est peut-être ce que j'ai sur son Ah. pomme melon que j'ai greffé. Ça arrive ce genre de... Bon, c'est très joli en tout cas. Ouais, moi je te conseille, tu vois, dans ces cas-là, hop, tu coupes les fleurs, pouf, pouf, et là tu vas avoir un petit rameau qui va pousser, parce que l'idée c'est de faire des rameaux, c'est pas de faire des fleurs les premières années. Et tu vois, hop, t'enlèves les fleurs, ça fait mal au cœur, et tu laisses partir le petit rameau pour faire une vraie branche, quoi. Ok. Truc et astuce. Merci Clément. Voilà. Et quand on n'a pas de porte-greffe, le plus efficace c'est encore le semis. Donc ça tu vois, c'est un figuier de semis qui a poussé, Waouh. là, qui a 5 ans. Ouais, il a Franchement, poussé énormément. Voilà, il est en condition, il a trouvé l'eau directe et là il C'est a parti pour 5 la ans, vie. quoi. C'est parti quoi. Ouais, ça peut vivre en plus de 200 ans, je crois, c'est ça le figuier, Oh, le figuier, ouais. Bon, surtout que vu qu'il dès qu'il touche le sol, il racine et tout. Ouais. Donc potentiellement il est mortel, quoi. Et derrière là, c'est un prunelier greffé. Le Qui est juste le derrière. gros prunier. Ça vaut le coup de. Allez, Hop, allons le voir. essaye de suivre mes papes parce qu'il y a des choses plantées partout. Merci Émilie. Tu vois un peu la taille de cet arbre, de ce prunier. Ouais, il est assez balèze quand Et même. en fait, c'est greffé sur un prunelier. Donc tu vois, ça c'est encore une mirabelle. Donc on voit, Wow. on voit que là il est chargé de fruits. Et voilà. Et en fait tout ça, donc c'est le prunelier. Et en fait le prunelier on le néglige un peu parce que souvent c'est un tout petit truc. Mais en très bonne condition, là il est pas loin du ruisseau, il est dans la bonne terre. Et bien entretenu, ben, ça te fait un joli tronc. Et là on voit la greffe, là, le reste de greffe. Ici, on va pouvoir vous montrer. Mm. Il est quasi. On le voit pas quoi. Ouais, on voit Heureusement quasiment qu'il y a pas. une différence entre le haut et le bas, mais sinon, Ouais. superbe. Et peut-être un itinéraire un peu original, ça va être celui-là. Vous savez à peu près combien d'arbres vous avez réussi à implanter? Parce qu'au bout d'un certain temps, vous En en mettez 2020, partout. on a fait un inventaire, on avait 200 arbres sur le terrain. Mais ouais, on n'avait pas inventorié aussi les planter. Mais voilà, donc on doit être entre 200 et 300, je pense. Parce que maintenant, on en a mis un bon paquet. Ouais. Et tu vois, ça c'est encore un autre itinéraire. C'est d'abord, on implante, vu qu'on n'a pas des porte-greffes sauvages partout, c'est on a récupéré un porte-greffe issu d'une pépinière qui n'avait pas été greffé. Et l'arbre était trop gros, donc le gars l'a déterré à la mini-pelle. Nous on a fait un gros trou, on a planté, on a bien taillé la plantation. Et on a attendu que cet arbre soit autonome, c'est-à-dire on l'arrose, et quand on sent qu'il commence à être fort, ben on le greffe. Et tu vois là, c'est une greffe de l'année dernière. Et comme d'hab, au lieu de greffer que le tronc, ben on greffe les petites branches. Et ben voilà, et cette année, tu vois, on a un arbre qui a déjà Il se plaît bien. Il est une beau, jolie hein. forme. Bien touffu, Ouais, un petit prunier. une belle charpentière. Ouais. Et une autre, Ah ouais? une autre façon de faire, là, on va en haut. Allez. Du Ouais. coup, vous avez certainement dû calculer dans 10 ans.
Vous avez quoi, 3 tonnes de fruits? Non, nous on fait pousser des arbres. Jamais on a dit qu'on faisait des fruits. Vous aurez 600 poules pour bouffer tout le reste. En fait, la récolte, la production de fruits et faire pousser des arbres, c'est des choses différentes. Et surtout, quand tu veux être producteur, en fait, tu as plein de facteurs qu'il faut que tu maîtrises, genre que ce soit juste la grêle, les oiseaux qui viennent bouffer, les frelons, les machins, les maladies. Et nous, notre idée, c'est pas de passer notre temps derrière les arbres à les traiter. Donc quand on a des belles récoltes, ben on récolte, et quand on n'en a pas, tant pis. Donc ce qui fait qu'on peut pas miser sur une récolte homogène. Voilà, mais c'est... On vend quand on a des surplus. Et on transforme quoi. on transforme beaucoup pour nous. Moi je suis d'accord pour vendre les surplus. On garde les nôtres. Et après, voilà, les surplus, vas-y, mangez. Pas de soucis. Et d'où notre démarche en fait de tenter une arboriculture la plus passive possible. Parce qu'acheter un arbre de pépinière, l'irriguer, maintenir le sol, etc. Tout ce travail, il faut qu'il te rapporte, quoi. Alors qu'aller dans la friche, greffer un arbre, juste lui mettre 2-3 coups de sécateur chaque année, tu peux accepter de perdre ta récolte une année sur deux, quoi. C'est pas un problème. Et là, un autre itinéraire technique qu'on a testé, c'est de planter des tout petits porte-greffes et de ne pas les arroser pour les laisser s'implanter. Donc là, tu vois, ils ont 3 ans, ils sont tout petits. Mais il y a quand même des belles pousses cette année. Donc on leur laisse le temps de s'implanter. Et une fois qu'ils seront bien... Donc on a eu des pertes, hein. On a essayé en fait plein de porte-greffes. Il y en a qui n'ont pas marché. Et une fois qu'ils seront vigoureux, on les greffera. Donc on voit les... Là, c'est un itinéraire où il faut être plus patient. Mais on l'est. Et voilà, et donc on a mis un peu tout, on a mis le cerisier normal, on a mis le Sainte-Lucie, on a mis le mirobolant, on a mis du cognacier, du pommier, le poirier feuille d'amandier, issu de semis aussi. Et pour voir en fait qu'est-ce qui marchait sur le terrain, etc. quoi. Et on voit ceux qui dépassent les gaines, ben, c'est ceux qui marchent bien. Ouais. Ici c'est plutôt le mirobolant là qui pousse vite, mais le Sainte-Lucie est pas mal aussi. Et voilà quoi. C'est ce qui est principalement présenté aussi en mirobolant comme porteur franc, porte-greffe franc. Ouais, chez nous c'est un peu le passe-partout le miro. Ouais. C'est pas le plus sympa à travailler parce qu'il a tendance à vachement rejeter, mais il marche bien en fait. C'est pour ça. Ouais, je sais pas si c'est possible de remettre de la terre et de couper. Alors il vaut mieux éviter de faire ça. En fait, il vaut mieux. Un truc et astuce. Éviter de faire ça. Le mirobolant, si tu veux le prendre en porte-greffe, il faut partir de semis parce qu'il aura un caractère moins drageonnant. Et si tu commences à prendre des drageons, parce qu'il drageonne dans tous les cas, le drageon, il est parti pour drageonner, donc tu auras un arbre qui va drageonner quoi. Okay. Voilà. Donc, partez de semis pour vos mirobolants. Super. Bon, et tu remarqueras, tu regarderas les lignes droites. Ouais. Comment elles sont pas droites. Ah ah. Mais on dirait peut-être qu'il y a une canine. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça serait pas le point clé? C'est toujours ça l'idée de ne pas travailler en fait c'est des lignes droites mais avec des angles. Et l'idée c'est qu'en passant avec le tracteur etc. tu finis par créer un petit chemin le long de la ligne d'arbre qui n'est pas du tout créé pour l'instant. Et ce petit chemin en fait guide l'eau quoi. Et là j'ai décidé de faire une légère pente vers derrière le pommier là-bas. Tu as le point le plus bas et après ça remonte. Ce qui veut dire que je vais déplacer l'eau vers l'endroit où je veux sur ma parcelle. Voilà. Et ce motif, après tu le répètes. Et la ligne d'après est parfaitement parallèle. Ouais. Ce qui veut dire que tu ne perds pas d'espace entre tes arbres. C'est comme si tu avais des lignes droites. Tu as des arbres tous les 5 mètres on va dire. Mais tu peux quand même diriger l'eau. Les premiers trucs de permaculture, c'était faire de la courbe de niveau. C'est-à-dire tu fais tes plantations ou tes clôtures, etc. en courbe de niveau. Le problème de la courbe de niveau, c'est qu'elles ne sont pas parallèles les unes aux autres. Donc quand tu veux faire des grandes rangées, tu peux perdre jusqu'à, je crois c'est 40% le maximum que tu puisses perdre sur une parcelle.
Et du coup, un bon compromis, c'est la keyline, c'est-à-dire faire des lignes parallèles, mais du coup qui ne sont pas parfaitement en courbe de niveau et qui te permettent en plus de guider l'eau sur une parcelle. Donc tu fais des lignes et c'est toi qui décides, l'eau, je vais la mettre à tel endroit. Voilà, c'est ça, pour résumer en quelques secondes le keyline, quoi. Ok. Et ça permet en effet aussi à l'eau de bien s'infiltrer, un peu comme les baissières ou... Voilà, le mantra en permaculture, c'est slow it, spread it, sink it. Ok. Donc ralentis l'eau, répartis l'eau, spread, et sink, infiltre. Ok. Voilà. Une autre partie de la pépinière. Attends, parce que là, je mange de la moumoute. Je ne coupe rien. Ah, d'accord. Alors, du coup, c'est obligatoire. Et donc, avec des poiriers qui étaient là quand on est arrivé, en fait, qui étaient ensevelis sous la friche et qu'on a ouvert. Et donc ça, c'est notre variété phare. C'est la merveille de Soumont. Waouh. Voilà, qui était c'est une variété qui est mûre fin juillet, très très bonne. Et une autre là-bas, c'est la croquante de Soumont, qui est mûre mi-août et hyper croquante. Voilà, c'est nos deux variétés locales. Je crois que je vais peut-être repartir avec. Ouais. Je suis fan de poire. Ah bah voilà. J'en suis déjà Mais tu repartis à avec des- 8 variétés. Mais, les greffons Ouais, sont- c'est trop. Et faut voilà. que tu reviennes. Pour les greffons, là. Faut que tu viennes. Voilà, Faut je que vais tu viennes devoir dans- repartir sans rien. Je voulais pas lui briser le cœur, j'étais là. Bon alors comment on va faire? Je te donne une petite. Je te donne une petite poire. Je regarderai, j'ai peut-être des greffons qui sont pas morts complets, mais... Non, là ça fait pareil. Bah tu vois, ils ont pas l'air si dégueux que ça, les greffons. Je pense que tu les fais... quand tu as un doute sur tes greffons, tu les fais tremper les pieds dans l'eau. Tu les couches pas dans l'eau, tu mets juste les pieds dans l'eau. Et tu vois, s'ils sont un peu fripés, ils vont se regorger d'eau s'ils sont vivants. Et là, tu peux les greffer. S'ils se regorgent pas d'eau, ça veut dire qu'ils sont morts de chez mort, quoi. Mais là, tu vois, là, les greffons m'ont l'air bons. Tu pourras repartir avec si tu veux. Great. Tu vois, là, ça, c'est la merveille de Soumont. Là, je la reconnais au bois. Et la croquante, elle est excellente. Croquante de Soumont. Incroyable. On arrive maintenant sur ce magnifique bouquin, La greffe sur fruitier sauvage par Clément Flate. Parle-nous de son magnifique guide technique. Eh ben, c'est un magnifique guide technique, comme tu l'as dit, où on va essayer d'être voilà, le plus technique possible. J'essaie de trouver des petites pages voilà, où on va parler de greffe, comment avoir un bel arbre fruitier et avec le moins d'efforts possible, c'est-à-dire le moins d'entretien possible, etc. Et tu vois, j'ai essayé d'être le plus concret possible avec des belles coupes, des belles images. J'ai passé énormément de temps à détourer des photos, à essayer d'être le plus précis possible, faire des gros zooms et tout. Et avec tout un moment entier où on va prendre chaque porte-greffe sauvage au cas par cas, des clés d'identification pour pouvoir les reconnaître en hiver, parce que le truc c'est que c'est en hiver qu'on greffe. Et si tu sais pas reconnaître, faire la différence entre une aubépine et un prunellier, ben, tu vas louper tes greffes parce que tu vas pas mettre la bonne chose dessus. J'ai perdu tous mes merisiers cette année pour faire mes cerises. Ah ouais. Ils sont où? Ils avaient plus de feuilles, ils avaient plus rien. J'ai fait, j'aurais dû avoir ce bouquin. Ouais. Et du coup, voilà, là, c'est pour ça. C'est pour ça, avec, tu vois, genre l'amandier, les greffes particulières avec les prunus, tu vois, le côté... les bourgeons axillaires des prunus qui ont tendance à être multiples. Dans ce cas, il faut faire telle petite chose. Ok. Donc voilà, c'est plein de petites Toutes les astuces. trucs et astuces. Voilà. Je me parle même de greffe de légumes. Tu vois, Ah, on s'amuse à greffer des légumes, c'est quelque chose qui arrive. Une clé de détermination pour reconnaître les porte-greffes sauvages en hiver. Je bouge pour pas qu'on me la copie. Je rigole. Petite formule. Ah ouais. est-ce que tu fais des poivrons sur pommes de terre? Non, j'ai fait tomate sur pomme de terre. Ok. Et bah, ça marche. Mais t'as pas beaucoup de pommes de terre ni de tomates. Voilà, en tout cas, tu as une tomate et une pomme de terre. Ok. Les petites. Donc, pour l'instant, ça n'a pas été concluant. Et ma fameuse formule, pour laquelle je suis connu internationalement à l'ODEV,
c'est combien de bourgeons et de greffons faut-il greffer sur un arbre. Donc voilà, je me suis amusé à faire une petite expérience, à voir, à mesurer des arbres au pied à coulisses, regarder le nombre de bourgeons, etc. Et j'ai trouvé une petite formule qui est magnifique. Et en fait, si on prend le tronc au carré, le diamètre du tronc au carré, qu'on le divise par le diamètre d'un greffon au carré, ça te dit le nombre de bourgeons qu'il faut mettre sur un arbre. Incroyable. Voilà, j'ai vérifié cette formule. Les calculs fonctionnent. Livre incroyable. Et qu'on peut trouver en autoproduction. Ouais, bah, donc on l'a fait en auto-édition. Ça se trouve sur notre site, le site du Point Clé. Le pointclé.fr. Voilà, et peut-être en librairie. Je n'ai pas encore commencé à contacter les libraires pour leur dire prenez mon livre. Je ne sais pas comment ça marche. Mais notre site internet fonctionne très bien et je colle les timbres. Et donc là, tu nous as apporté quelques magnifiques morceaux de bois. Voilà. Des morceaux de bois greffés. Ouais, c'est des autopsies de greffe, si ça peut. Autopsie de greffe. Ça peut être intéressant. Donc là, typiquement, alors là, c'est le système racinaire et c'est le cerisier de Sainte-Lucie sur lequel on a greffé une cerise classique. Et donc là, les différences, hein. Voilà, là on voit vraiment le trait. Elle est vraiment super cette greffe parce que c'est deux bois différents. Alors que les autres greffes, là, c'est cerisier sur cerisier. Donc bien qu'il y a deux arbres différents, on voit pas aussi nettement une ligne comme ça qui partage les deux essences. Et là, on peut retracer l'historique. Là, on voit que c'était un écusson qui a été posé. L'écusson a poussé. Et là, c'est ce qu'on appelle le chicot. Donc, un bon pépiniériste est censé te couper le chicot à ras pour avoir un recouvrement le plus rapide possible, pour éviter d'avoir un peu de bois mort enfermé. Et là, on voit que le chicot n'a pas été coupé tout de suite et que le recouvrement s'est fait en 1 année, 2 années, 3 années, 3-4 années pour que le chicot soit complètement isolé, ce qui a fait que tu as un peu de bois mort qui a pourri. Ce qui n'a pas été du tout un problème pour l'arbre finalement. Et là on voit d'autres erreurs de greffage. Donc là on voit, ça c'est des greffes, je pense, à rameaux, des greffes de rameaux, donc soit en fente, soit en couronne. Là on voit encore le greffon. Ça c'est le tout premier greffon qui a été posé. Et ça c'est le bourgeon le plus bas du greffon qui a fait une branche. Hop, on voit la branche là qui part ici. Donc c'est vraiment génial parce qu'on a réussi à faire une coupe pile au bon endroit. Et là il y a eu 2 greffons sur cette branche et ils n'ont pas suivi ce que je dis de faire dans mon livre. C'est qu'ils ont conservé les deux rameaux. Ce qui a fait que là on a les 2 écorces qui se rencontrent. On appelle ça de l'écorce incluse. Et cette écorce incluse, le souci c'est que ça ne permet pas à l'arbre d'être étanche. Il y a l'humidité et les parasites qui rentrent et qui font pourrir le bois à l'intérieur. Ce qui là a été un peu gênant pour cet arbre. Ça lui a fait rentrer des maladies. Voilà. Et ça c'est d'autres greffes. Là on voit encore le phénomène d'écorce incluse avec la pourriture. Et là c'est une greffe où on a eu un peu moins ce phénomène. Parce que l'angle entre les branches est beaucoup plus ouvert et donc l'écorce reste vachement moins à l'intérieur et donc bien que l'étanchéité n'était pas parfaite, il y a quand même, c'était quand même un peu moins ouvert que cette autre branche. Incroyable. Très joli, on en voit très rarement. Ouais. Ah ouais, moi je saute dès qu'il y a un arbre qui meurt, qui a été greffé, je saute dessus pour pouvoir autopsier la greffe. Et il y a toujours quelque chose à apprendre. Voilà. On les retrouve peut-être même dans ton bouquin. Alors j'ai des coupes effectivement d'arbres pour expliquer certains phénomènes. Et là c'est des choses récentes que je mettrai sur le site. Je vais analyser ces autopsies et je vais faire des petites fiches sur le site du Point Clé. La freinée était jolie quand on est arrivé. Voilà le gros poirier de Clément. Waouh! Donc tu vois, ça c'est un de mes records en greffe. Donc tu vois, le premier point de greffe, il est là. Et en fait, tu remontes l'arbre et tu en as une quarantaine. Comme ça, jusqu'à monter à 4 mètres de haut. Ok. Et depuis 4 mètres de haut, tu vois, ils ont monté, l'arbre a encore continué de pousser. Je sais pas, je lui donnerais bien peut-être 4 mètres de plus presque.
Ouais, Non, moins. Mais on est à 6 mètres là, facile. Hein. 6 mètres facile, ouais. Jusqu'à la cime. Et du fruit. Et du fruit quand même aussi. On prend une échelle et tout, mais c'est vrai que ce qui est en haut, c'est surtout pour les oiseaux, quoi. Et oui, ce sont des collaborateurs extraordinaires. Ouais. Ah bah, les jets attendent avec impatience que nos arbres produisent un peu plus. Ouais, les jets sont bien contents ici, quoi. Mais c'est pour montrer, en fait c'est la petite particularité de la greffe sur sauvage et de ce qu'on a développé. En gros, il y avait un seul livre qui existait sur la greffe sur fruitier sauvage, c'était le livre de Maurice Chaudière, qui est un des gourous, un des pionniers, ou un des re-pionniers de la greffe sur fruitier sauvage, parce qu'avant en fait tout le monde greffait en sauvage. Et voilà, et le petit défaut du livre de Maurice, c'est qu'il n'était pas très technique en fait. Il était plus philosophique, et puis il y avait pas mal d'erreurs de compatibilité. Il a fait rêver beaucoup de gens sur des greffes vraiment difficiles. Et voilà, il manquait un livre très technique et simple en fait, qui permette à quelqu'un qui veut se mettre à la greffe de réussir, quoi. Donc de ne pas partir tout de suite sur des choses quasiment impossibles comme le châtaignier sur le chêne, ou le pistachier vrai sur le pistachier lentisque ou térébinthe, qui sont des choses très difficiles à réaliser, voire impossibles. Et voilà, donc on a fait un livre, tu prends le greffon tu le conserves comme ça, l'arbre tu le prépares comme ça, tu le greffes à tel moment, assez technique. Et il y a l'approche greffe sur fruitier sauvage qui était assez importante et qui est un peu différente que l'approche en pépinière. Parce qu'en pépinière, en fait, on part toujours sur des petits sujets où le racinaire il est un peu petit, mais en très bonnes conditions, parce que le sol est chouchouté, il y a l'irrigation, etc. Facile à implanter, parce que du coup il est tout petit. Voilà, il y a plein de petits trucs. Alors qu'en sauvage, en fait, tu pars sur un arbre qui peut être très vieux. Tu vois, cet arbre-là, il a un tronc gros comme ça, il a peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc il y a des dynamiques de vigueur d'arbre à bien comprendre. On ne va pas greffer un arbre qui est trop vieux. Il y a des arbres même trop jeunes, ça ne vaut pas forcément le coup de greffer un arbre sauvage. Il y a des notions aussi de potentiel de l'arbre. Si tu greffes mal un arbre sauvage, surtout dans les climats difficiles, tu peux le greffer, la greffe elle marche, mais ton arbre, tu vois, lui c'était un arbre immense, et quelques années après la greffe, il est re-immense. Si tu le greffes mal, typiquement en mettant que très peu de greffons et très peu de bourgeons, l'arbre il ne va pas forcément retrouver tout son potentiel. Donc c'est toutes ces petites subtilités dont on a parlé dans le livre. C'était ton arbre il est à tel âge, il va falloir que tu mettes plutôt pas mal de greffons, il va falloir plutôt que tu fasses telle greffe sur telle branche. Attention, je prends un exemple, les cerisiers Sainte-Lucie, s'ils ont tel diamètre, effectivement tu peux faire des greffes en couronne, mais ton arbre va être fatigué et tu risques de flinguer ton arbre. Voilà, okay. Donc il y a plein de petites subtilités sur la greffe sur sauvage qui méritaient un livre. Et c'était de toute façon, ça fait un petit moment que tu greffes. Ouais, ça fait plus de 10 ans que j'ai appris à greffer avec un autre gourou. Une certaine expérience. Ouais. Avec notre super gourou. Un autre gourou de la greffe, donc c'était Andy Darlington qui a vachement exploré ça. Et moi dans le coin, je suis avec l'association Pays Arbres où c'est d'autres fous de la greffe sur sauvage. Donc ça fait 10 ans où on pratique. Et on a fait plein de greffes, plein d'essences, plein de choses. Voilà, donc le savoir on l'avait, on l'enseigne chaque année, on fait presque 10 stages de greffe. Et il y a des gens de partout en France qui viennent chez nous pour apprendre à greffer en sauvage. Donc voilà, ce savoir, il est demandé. Et on a fait ce super livre. Hey! Et bah du coup, vu que je pars jamais seul, où tu? Venez. Vu que je pars jamais seul, donc je vous offre ce magnifique saule crevette dont on a parlé tout à l'heure. Qui n'est pas une blague. Non, n'est pas une blague. Il a été un peu dévoré, mais on voit bien que les radicelles elles sont en train de venir. Donc, des petites pattes de crevettes. Voilà. Crevettes. Et nous t'offrons un mûrier de semis. Waouh. Et puis nos greffons de la fameuse merveille de Soumont. Merveille de Soumont. Voilà. Attention croqueur de pommes, j'arrive avec cette nouvelle variété. Ancienne en plus. Ah ouais, un truc de fou. Très ancienne, vous qui adorez ça. Très local. Voilà, et on va être on va surveiller l'ADN peut-être de ce truc là et peut-être qu'elle est surveillez bien d'ici, donc du coup on mettra. Et bien superbe, et ben merci à Émilie et Clément d'avoir passé un peu de temps avec moi. Avec plaisir.
Et longue vie à la pépinière Point Clé. Longue vie à ton bouquin, Ouais. à votre bouquin, parce que vous avez Surtout participé. que- ouais. Et on se retrouve sur la route bientôt. Allez, longue vie et prospérité. Vive les castors!